Bonjour à tous. En effet, par rapport à ce grand thème qui traite des forces et de l'interaction, je vais concentrer ma présentation seulement sur le questionnement apporté aux élèves pour construire ce concept de la gravitation, et ce sur les 3 années du cycle 4. Ce que je tiens à préciser, c'est qu'en effet, ces activités, vous pouvez les retrouver sur le site Pégase, car je fais partie de ce collectif. Les activités sont pensées à plusieurs. Et là, je tiens à citer et à remercier André Tiberghien et Jacques Vince pour leur analyse et apport didactique. Et je tiens à citer les collègues avec qui je travaille pour les concevoir et les penser et les tester sur nos élèves, qui sont Odile Bruel, Elodie Kaminski et l'année dernière, Lucie Voyer. Bien sûr, il y a eu des lectures qui ont nourri ma réflexion. Et là aussi, vous retrouvez Laurence Viennot, Valentin Marron qui a pris le temps cette année, par rapport à son approche sur la gravitation, d'échanger avec nous pour bien construire les activités impesanteur. Alors, vous verrez peut-être des approches ou des points de vue différents, mais j'espère que tout cela enrichira votre pratique. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Une petite précision, gravitation entre parenthèses, je tiens juste à rappeler qu'au cycle 4, nous visons l'interaction gravitationnelle. On n'est pas dans le champ de gravitation. Et donc, on va se heurter à ce problème qui a bien été repéré par différents collègues et même dans les différentes interventions. On s'est dit qu'il serait intéressant de travailler en 5e comme objectif, l'un des objectifs, que la Terre est un objet agissant à distance sur d'autres objets. Et réciproquement, on va jusqu'à la notion d'interaction et d'action réciproque. C'est entre parenthèses parce que là, ce réciproquement ne sera pas présenté aujourd'hui. Quel support? Alors, il nous est intéressant de prendre un dispositif où les élèves vont pouvoir manipuler, appréhender ces objets. Donc, ce dispositif, quand on a une classe de 30 élèves de 5e, il est bien pratique, il ne fait pas stresser l'enseignant. La question associée est qu'est-ce qui agit sur la pierre? Donc là, quel est l'intérêt d'un tel dispositif? Pour moi, c'est que la pierre, elle est immobile. Donc, je vais venir contrecarrer un peu cette idée préconçue des élèves que l'action est que liée à mouvement. Je tiens à dire qu'aussi qu'à l'aide de ce dispositif et de ce questionnement, je vais, en interaction avec mes élèves, essayer d'appuyer… alors, j'ai mis définition dictionnaire, mais c'est plus une explication. Une explication que le mot action… je vais l'appréhender dans son sens courant en éliminant certains sens, parce que les élèves ont beaucoup de choses en tête sur le mot action. Moi, je vais me concentrer sur l'idée, si des élèves m'interpellent sur ce mot, sur un effort qu'exerce un objet sur un autre. On voit que cela m'amène à préciser le mot objet. Donc là aussi, je vais me positionner que dans le cours de physique, on va appréhender un objet par rapport à ces caractéristiques qui sont écrites ici. Que proposent les élèves comme réponse à cette question? Alors, vous avez généralement une longue liste. Là, je vous ai mis les mots qui sortent le plus fréquemment et vous commencez à comprendre mon problème, c'est que le mot terre n'apparaît pas. Depuis que je fais cette activité, en 5 ans, cette année, j'ai eu la première surprise, pourtant j'ai beaucoup de 5e, mais qu'un groupe m'a cité le mot terre. Alors là, l'idée, c'est que, je tiens à le dire, ça ne va pas être une démonstration, je démontre en rien que la Terre agit à distance, mais je vais tout faire pour amener un questionnement où l'élève de 5e de 12 ans s'approprie cette idée le mieux possible. Donc, je vais demander aux élèves d'interpeller, de réfléchir à cette liste de mots par rapport notamment à la définition du mot objet. Et là, généralement, l'ensemble de la classe réagit assez bien en se disant, il y a un problème sur lourdeur, gravité, gravitation. L'idée est la suivante, c'est que je donne la parole aux élèves qui ont pensé le mot gravité, gravitation. Ils valident en effet l'idée que ce n'est pas des mots qu'ils associent à objet, donc on serait tenté de les rayer. Mais pour autant, ce n'est pas tant de les rayer, dire que ce n'est pas un objet qui m'intéresse. C'est de repartir de pourquoi ils ont pensé ça. Alors là, il y a 2 possibilités. Bon, bien sûr, ils vous feront référence à des vidéos YouTube. 2 axes de réponse. Celui qui est le moins facile pour moi à gérer, enseignante, c'est quand il me parle que c'était à propos des trous noirs et que ça attire tout, un trou noir, même la lumière, voilà. Donc j'ai dit, oui, le trou noir, c'est un peu loin de ma situation de classe, là, mais je retiens l'idée que tu as pensé à gravitation, gravité, parce que là, il y a quelque chose qui attire. Alors,
quoi? Bien sûr, l'objet d'étude, c'est la pierre. Donc, il y aurait un objet qui attire la pierre. Par contre, l'idée que je préfère, c'est quand l'élève arrive à me dire que dans sa vidéo, le mot gravitation était associé à une explication par rapport au fait que les objets tombent, qui tombent sur Terre. Donc, je leur dis, vous voyez, ça, c'est presque une méthode scientifique. Certes, il y a une erreur, mais cette erreur, c'est pas grave, elle va générer une nouvelle question, elle va générer une nouvelle problématique, et donc j'amène à cette formulation, là c'est moi qui la formule, quel objet fait tomber la pierre? Alors bien sûr, si on coupe l'élastique, alors là vous pouvez couper l'élastique ou faire tomber la pierre, et là, on est face à un silence, si j'ose dire, pesant, que je laisse s'installer parce que là, vous voyez les élèves, limite avec une loupe, à essayer de vouloir regarder de près ce dispositif, à trouver un objet caché. Donc là, en effet, selon les classes, hein, on ne va pas dire que ça fonctionne partout, mais selon les classes, soit le mot terre, en effet, sort, soit s'il ne sort pas, j'essaye le petit coup de pouce que l'objet que l'on cherche, là, qui fait tomber la pierre, il n'est pas visible, perceptible dans notre environnement proche, qu'il faut souvent se reculer. Mais chaque année, j'ai bien 1 à 2 classes qui se trouvent bloquées. Donc là, moi, je conforte tout ce qui vient d'être présenté, c'est que penser la Terre comme un objet agissant à distance, ça ne va pas de soi. Et je leur dis aux élèves, c'est normal qu'il y ait un petit blocage. Pensez déjà la Terre, cette énorme planète, comme un objet, voilà un vrai cheminement scientifique. Donc, ce qu'on essaye de retenir de tout ça, c'est que dans leur vie, quand ils regardent des vidéos, qu'ils associent l'idée de gravitation à objet qui tombe, moi, je n'irai pas dire que c'est grave ou que c'est une erreur. Par contre, dans notre conception de comment on pense le verbe agir ou le mot action, j'ai besoin d'un objet. Donc, moi, je retiendrai dans le cours l'idée que la Terre agit à distance. Là, c'est sûr que j'ai rien démontré. J'ai juste essayé de faire une appropriation qui permet à un enfant de 12 ans de comprendre pourquoi j'amène ceci. Par rapport à la caractéristique à distance, là, il n'y a pas tellement de difficultés. Moi, j'amène l'idée qu'on va caractériser un peu cette action et que la Terre, elle n'a pas besoin de toucher la pierre, donc on va dire à distance. Mais vous voyez qu'il reste encore une difficulté et je veux en parler de ma difficulté de prof parce que personnellement, c'est là où j'ai le plus de problèmes. Ce n'est pas tant par rapport au mot tige potence stable, parce que si vous suivez le raisonnement, je viens de définir action à distance, donc il est assez facile d'amener une action de contact. Donc, tige potence stable, on les raye, ils ne sont pas validés parce qu'ils ne touchent pas l'objet qu'on étudie. Et si certains vous amènent sur la réflexion, c'est peut-être une action à distance parce qu'il y a l'histoire de l'intermédiaire, vous dites oui, mais si j'enlève l'élastique, la tige, là, elle n'agit pas sur la pierre. Donc, on voit bien que tige, potence stable ne peuvent pas être des objets qui agissent à distance et ils ne sont pas des objets qui agissent par contact. Maintenant, on s'attaque à ma bête noire, pour moi, c'est l'air. Donc l'air, de ce que j'ai compris, et je dis bien je, parce que là, je pense que je n'ai pas mesuré l'ampleur des difficultés. L'air, selon les élèves, ça appuie sur les objets. Mais les élèves perçoivent bien que si j'étudie un parachute, ça le freine. Donc, ce n'est pas la même chose. Cette année, d'une manière prégnante, et là, par rapport à cette problématique-là, je vous conseille le livre de Jean-Marie Vigoureux, Les pommes de Newton, où il y a toute une partie où il explique pourquoi les élèves ont besoin d'un milieu matériel pour penser l'action à distance. Alors moi, cette année, j'ai eu du mal à comprendre un élève qui me demandait qu'est-ce qui se passe quand je mets un aimant dans l'espace. Je dis, mais qu'est-ce que tu me poses comme question? Mais en fait, il m'amenait là-dessus. Est-ce que quand je mets un aimant dans l'espace avec la bille, est-ce que ça va agir? Donc, on voit que là, il y a quelque chose de nébuleux. J'ai tenté beaucoup de choses. Je ne vais pas dire on a construit des parachutes, on a essayé d'étudier la ventouse, mais bon, tout ça, ça a été plus que confus. Et comme d'habitude, en prenant du recul, réfléchissons un peu. L'action exercée par l'air, on voit que ça dépend du niveau de modélisation où on se positionne. Mes souvenirs de terminale me font dire qu'en effet, des fois, la fusée, elle décolle, on tient compte de cette action exercée par l'air, et des fois, on n'en tient pas compte. Un niveau de modélisation à positionner, pour moi, c'est le propre déjà d'un expert, si je puis dire, mais d'une personne qui maîtrise un peu la physique. Donc, tout d'un coup, pas tout d'un coup, parce que ça a pris beaucoup de temps, mais
je pense qu'il n'est pas judicieux que nos élèves de 5e jouent au dé et qu'on leur laisse deviner si l'air agit ou pas. Donc, nous, ou en tout cas moi, j'assume en 5e, 4e, 3e, je rassure mes élèves en leur disant l'action exercée par l'air, ils ont compris que ce gaz, quand même, il y a une spécificité par rapport à d'autres objets solides. Par moment, le scientifique va en tenir compte. Par moment, il ne va pas en tenir compte. Et comme c'est difficile de vous l'expliquer, de vous le démontrer, eh bien oui, je l'indiquerai dans chaque exercice, dans chaque évaluation ou dans chaque activité. Là, l'idée, c'est pour moi aussi que petit à petit, avec un catalogue de situations, peut-être que l'élève, et ça je sais que ce n'est pas terrible, hein, je le laisse faire, mais arrivera à percevoir des nuances. Toutefois, là, il faut bien qu'on en parle. Est-ce qu'on en tient compte de l'action exercée par l'air sur la pierre? Donc, je leur dis, leur analyse, elle est pertinente. L'air est bien considéré comme un objet hein, pour le physicien, mais il est bien en contact avec la pierre, mais pour autant, son action peut être estimée comme négligeable au rapport à la comparaison des autres actions faites par l'élastique et la terre. Donc, une fois ça posé, je sais que ça n'empêchera pas les élèves d'avoir toujours dans leur tête que cet air agit sur les objets immobiles, mais j'ai essayé de cheminer avec eux pour construire cette idée. Donc, maintenant, en 5e, on va sur l'interaction. Ça, je ne le développe pas, mais je tiens à le dire pour l'année d'après. Donc, en 4e, passons à cette année. On se revoit donc 12 mois plus tard. L'idée, là, ça va être construire que le poids d'un objet à la surface de la Terre vient modéliser l'action exercée par la Terre. Qu'est-ce qu'on a repéré comme difficulté, comme conception pour nos élèves? Et puis là, ce n'est pas que pour nos élèves. Hein. Poids et masse, dans notre quotidien, il n'y a pas de distinction. Donc ça, c'est un vrai problème. Le poids, il appartient à l'objet. Donc là, la langue française, elle est complexe, hein, on dit poids de l'objet. Donc nous, on se dit que là, il y a quelque chose à s'emparer, donc on va essayer de construire le passage de l'interaction hein, entre les deux objets, dont l'un est la Terre. Là, on spécifie qu'on va être sur cette interaction gravitationnelle avec la Terre. On va essayer de construire le passage de l'interaction au poids, et on va voir une activité bientôt. Un deuxième élément nous a intéressés, c'est que quelque part, pour bien discriminer ces deux grandeurs, poids et masse, on va voir qu'on peut s'appuyer dans le monde des modèles à différents niveaux, mais on se dit que ça serait intéressant d'aller regarder de près cette intensité de pesanteur et de lui donner un caractère local. Là, je tiens à le dire, j'ai déjà en ligne de mire ma 3e où je vais venir construire quelque chose d'universel. Donc, 4e, on va venir essayer d'insister là-dessus, sur le caractère local. Quel dispositif? Comme d'habitude, on essaye de s'appuyer sur une dimension matérielle. Donc, le fil à plomb de maçon. Alors, très clairement, 0 élève le connaissent. Hein, vous le donnez, personne ne sait comment on l'utilise. Voilà, donc là, il y a un peu de culture technique. Nous, on ne donne pas aux élèves à chaque groupe un fil à plomb de maçon. Ils ont un fil et un boulon. Ils doivent l'observer, le mettre sur cette potence. Vous voyez l'intérêt aussi pour nous, c'est qu'on est 1 an plus tard que la 5e et on recommence l'année de 4e avec une situation qui est quand même bien comparable avec Élastique Pierre. Ça nous facilite la réappropriation des connaissances qu'ils ont vues avant. Alors, ce boulon, on va l'étudier de près, je leur dis. Donc, ils sont amenés à me penser un diagramme objet-interaction qui me permet de mettre en avant les objets agissants. Donc, les objets agissants, nous avons la Terre, le fil, et l'idée, c'est que je leur dis, là, presque pendant 4 à 5 séances, hein, en 4e, on va se focaliser sur cette interaction. Et cette interaction, on a beaucoup de choses à apprendre. Pour l'approfondir, là, je leur demande de réinjecter le schéma éclaté, et le schéma éclaté va me permettre de bien visualiser les deux forces opposées qui composent l'interaction.
Certes, il y a des hésitations, hein, on est un an plus tard. Le nom est généralement ce qui pose le plus problème. Hein, il y a une inversion là sur l'objet qui agit sur quel autre objet. Vous voyez qu'ici, là je pense à la remarque, j'utilise très peu le mot receveur-acteur. Pourquoi? Parce que on le sait bien que dans l'interaction, le boulon et la terre agissent avec la même intensité, la force elle a la même valeur. Donc une fois que ça c'est fait, nous sommes au niveau 5e et là ce qui va se passer, c'est que je ne peux pas m'appuyer sur le domaine courant comme je l'ai fait en 5e. Pourquoi? Parce que le poids, on le sait, dans le domaine courant, c'est la masse. Donc, je vais leur apporter une définition qui est une définition du poids. Et l'idée, ça va être de repérer la force qui correspond à ce poids. Donc, certes, on la stabilote, on travaille le passage. Alors là, ce n'est pas forcément évident pour les élèves de passer d'une appellation niveau 5e, force exercée par la Terre sur le boulon, à poids, mais on leur dit qu'on a toute l'année de 4e pour ça. Mais moi, ce qui m'intéresse là, dans cette construction, c'est que je leur annonce que ce poids, ça va être un peu notre objet d'étude de 4e, mais pour autant, il ne faudra pas oublier cette deuxième force. Donc l'idée, c'est que le poids, c'est la moitié de, entre guillemets, de l'interaction boulon-terre. Et je prends le temps, et je prends, excusez-moi, le temps de voir avec les élèves que cette deuxième force, on va presque plus jamais la représenter. Donc il est vrai que si vous faites parler les élèves là-dessus, pourquoi, tiens, le scientifique, il ne s'intéresse pas à cette deuxième, vous tombez sur l'erreur qu'on se doute. Hein, les premières prises de parole, c'est oh, bah, elle n'est pas importante, elle est faible. Alors là, vous amenez à reformuler, ce n'est pas qu'elle est faible, c'est qu'au vu des masses comparées boulon-terre, quel est l'objet qui se met en mouvement? C'est plus le boulon que la Terre. Mais en tout cas, ce petit temps de réflexion de pourquoi maintenant on va être souvent dans des situations comme cela, j'ai trouvé ça plus pertinent qu'avant, hein, je le dis clairement, moi je commençais à présenter le poids, puis on dessinait que cette flèche. Donc là, voilà, c'est cette petite construction par l'interaction qui m'intéresse. Après, bon, bah là, on est dans une approche assez courante. Hein. Il y a un savoir procédural, qu'on le veuille ou non, en 4e, utiliser sa calculatrice, utiliser une relation mathématique, rien ne va de soi, donc on va la travailler. Hein. Certes, les valeurs qu'on peut amener en recherche, voilà, sur l'intensité de pesanteur à différents lieux, moi, m'amène une exigence pédagogique. Je leur dis aux élèves, là, vous voyez bien comme ça change de valeur. Ici, quand on sera dans différents contextes, en fonction des exercices, il va bien me falloir me préciser le lieu. Donc ça me précise des éléments. Certes, on travaille le calcul d'un poids d'objet sur différents lieux. Donc ça, on pourrait dire que c'est des éléments qui m'amènent à discriminer poids et masse. Mais quand on fait ça, il y a pour moi une problématique, c'est qu'on ne se situe que dans des modèles. On est sur les unités, les calculs, les valeurs. Et quelque part, on perd pied, peut-être avec un sens, j'ai envie de dire, pratique. Hein. Donc, il faut réfléchir à ramener ces situations à une analyse par rapport à une situation matérielle. Alors, certes, ça va être une situation dans le monde des objets reconstruits, parce que je n'ai pas emmené mes élèves sur Jupiter ou Mars, mais on va étudier la chute d'un mouvement. Alors, c'est 4e, hein, étudier la chute d'un mouvement, on va voir que c'est quelque chose qui a commencé même en 6e, c'est possible. Et l'intérêt, c'est par rapport à cette chute de l'objet A sur les 3 planètes, on va venir décrire le mouvement, essayer d'utiliser ce qu'on a appris de nouveau comme nouveau modèle pour expliquer, interpréter ces différents mouvements. Donc, nous, on utilise la chronophotographie dès la 6e pour les habituer. Et vous avez peut-être deviné la question, je ne l'ai pas écrite ici, mais après avoir décrit avec des phrases, hein, travail de collégien classique, c'est un mouvement rectiligne accéléré, comme le disent les élèves avec leurs mots. Ça n'accélère pas de la même façon, bien que le mot accélération, je l'ai pas dans toutes les phrases, mais le mot accélération arrive. Ils doivent m'analyser ces chronophotographies pour retrouver le lieu où elles se font. Alors, la première fois qu'on l'a tenté, on était assez inquiète. On s'est dit que c'est quand même une belle tâche complexe. Mais une fois rassurés les groupes qui ont oublié
ce que c'est que la chronophotographie, là, qu'est-ce que c'est que ces objets qu'on voit plein de fois. Globalement, on arrive à 60%, 70% des élèves qui arrivent à bien analyser la situation. Et vous voyez, ce qui m'intéresse là, c'est le petit bilan qu'on va en faire, c'est que ces mouvements s'inscrivent dans le monde matériel et on voit qu'on vient expliquer une différence de chute par rapport, certes, à un poids, mais au départ, nous sommes sur l'analyse de l'intensité de pesanteur. Et ainsi, l'intensité de pesanteur influence bien le poids, pas la masse, et influence le mouvement, la chute, l'accélération que nous observons. Donc l'idée, certes, il n'y a pas d'études, mais on essaye de se convaincre ou de convaincre les élèves qu'il y a bien une empreinte locale à cette grandeur, intensité de pesanteur. Je n'ai pas dit, mais c'est vrai que je ne tente pas de définir le mot pesanteur, hein, qui, quand on regarde le dictionnaire, ils le définissent par rapport à poids, et c'est un cercle voilà, qui ne permet pas de caractériser des choses. Ce caractère local lié au lieu me termine l'année 4e, et maintenant, bah, c'est parti, il faut s'attaquer à l'année de 3e. Donc là, quelques éléments. En effet, on va voir le caractère universel de cette force gravitationnelle et on va voir que l'impesanteur, bah, comme un peu ce qui s'est passé en 4e, me permet d'injecter des situations dans le monde matériel. Alors, qu'est-ce qu'on a repéré chez nos élèves? Bah, une idée, ça a déjà été dit, mais qui est hyper cohérente pour eux, hein, c'est que la gravitation, donc l'interaction gravitationnelle, n'existe que sur Terre. Et d'ailleurs, regardez, madame, ça marche bien, parce que le cosmonaute, il flotte, il n'y a pas de gravitation. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose où nous, on va tenter de construire ce côté universel dans le sens qui a été présenté avant par M. Marron, hein, c'est qu'un phénomène terrestre ou un phénomène céleste va être expliqué avec la même loi. On ne change pas de loi parce qu'on s'écarte de quelques kilomètres, de centaines de kilomètres de la Terre. Maintenant, il y a quelque chose qu'on ne mesurait pas chez nos élèves et ça va expliquer une difficulté qu'on va rencontrer. C'est qu'au collège, moi, j'ai un tiers et même certaines classes, j'ai la moitié des élèves qui ne connaissent pas le mot impesanteur. Donc, je ne vais pas pouvoir rentrer dans les activités par ce mot. Alors, qu'est-ce qu'on va viser sur impesanteur? On va viser deux choses qui ne sont pas forcément là une définition, mais apprendre aux élèves qu'un objet en impesanteur, c'est, alors là, c'est pas facile à dire, mais c'est quand il ne touche plus les bords d'une pièce et qu'il ne chute pas vers le sol. Voilà, donc là, c'est pas évident, mais on va essayer de le caractériser d'une manière observable comme cela. Et pour la pesanteur, ben, nous allons construire une modélisation qui amène qu'un objet en impesanteur est soumis uniquement à l'action gravitationnelle. Il n'y a plus d'action de contact et il n'y a pas d'autre d'action à distance, parce que là, certains élèves, des fois, m'amènent sur les aimants lévitation, mais voilà, on pourra faire une comparaison, mais dans notre approche, on est sur cette modélisation. Je ne vais pas trop développer là ce point de vue. Moi, je tiens juste à redire que cette relation mathématique, elle est dans le programme, donc il faut bien que je m'y attaque. Personnellement, j'y passe très peu de temps. Il n'y a qu'un calcul à vérifier. Voilà. Et après, je cherche plutôt, parce que là, pour deviner les deux chiffres qui manquent, ils n'ont pas le droit à la calculatrice. Et l'idée, c'est d'aller chercher le paramètre qui influence la valeur de la force gravitationnelle. Mais on le fait un peu, il faut le faire, mais sans plus s'attarder. Pourquoi? Parce que là aussi, on n'est que dans des modélisations mathématiques et ne pouvant pas dire d'où ça vient, c'est vrai que c'est un peu de sens hein, pour les élèves, on va être clair. On pourrait penser que par la dernière situation, on a montré qu'en dehors de la Terre, la force gravitationnelle est bien présente, mais ce chiffre tel quel, bah, on a beau dire que c'est juste 4 fois plus petit, hein, ce n'est pas 100 fois plus petit que ce qui se passe sur la Terre, pour autant les élèves ne vont pas se l'approprier comme on aime. Alors on va tenter l'impesanteur. L'impesanteur, 3 supports. 3 supports, 3 vidéos. Une qui a déjà été montrée, c'est la vidéo de la NASA. Une autre, je vais vous l'expliquer, c'est un petit dessin animé de 40 secondes qu'on a imaginé. Et une autre vidéo super importante, c'est sur les dangers de l'ISS, mais vous verrez pourquoi. C'est le seul moment après des heures de visionnage où j'ai trouvé un cosmonaute qui pliait les jambes. Donc ça va m'intéresser. Le temps fort, donc comme il a été dit,
La vidéo de la NASA, ça se passe dans un grand dôme où on voit chuter cette boule et cette plume dans l'air et dans le vide. Mon petit dessin animé, bon, c'est très bébé, hein, je suis désolée. On va imaginer qu'une petite souris rentre dans la boule et qu'il y a aussi le cosmonaute qui tient la boule et on va refaire l'expérience de la chute libre. Donc, tout ça va me permettre d'amener des éléments qui sont d'abord objets qui flottent. Donc, les questions à porter aux élèves. Certes, la vidéo, elle est en anglais. Donc, moi, ils l'étudient avec le prof d'anglais, ils reviennent et ils essayent de me dire en anglais cette phrase. Bon, bref, c'est une étude qui est faite comme ça. Le seul temps de connaissance, c'est celle-là. On va généraliser, certes, à partir de la chute de 2 objets, mais quelque part, il voit bien que ça peut être généralisable, que dans le vide, des objets de masse différente tombent de la même façon. On part après sur ce petit dessin animé où la souris rentre dans la boule et elle fait une chute libre avec le cosmonaute. Mais le dessin animé s'arrête au moment où le cosmonaute ouvre les mains. Et vous avez compris la question, c'est où est-ce qu'est la boule? Donc là, il n'y a pas de difficulté, mais je tiens à expliquer pourquoi on avait mis cette question-là. C'est parce qu'on pensait que là, quand on allait demander aux élèves, mais décrit du point de vue du cosmonaute ce qui se passe pour la boule, décrit le mouvement de la boule dans le référentiel du cosmonaute, les élèves allaient nous dire, la boule est immobile, certes par rapport au cosmonaute, mais elle flotte. Et là, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Le mot flotte ne sort pas. Pourquoi il ne sort pas? Parce que les élèves, et là, je ne peux rien dire, hein, c'est vrai qu'on est focalisé sur cette chute que nous, on voit de l'extérieur, dans ce grand dôme, et le fond, quelque part, on n'arrive pas à imprimer que cette idée de flottaison. Donc, on a maintenu la question, mais là, je peux vous dire que le mot flotte ne sort pas. On continue le raisonnement avec quelque chose qui devient un peu plus compliqué pour eux, c'est où est-ce qu'est la souris dans la boule? Donc là, gros débat dans les groupes, hein, ça, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Globalement, on a plutôt majoritairement au milieu et au fond de la boule, là où est assis la souris au départ. Donc, voilà, et exceptionnellement plaqué au plafond. N'empêche que pour corriger ça, ben, on voit qu'on ne peut utiliser que cette connaissance. Cette connaissance, on la reformule aux élèves en disant, ben, vous voyez bien qu'on ne fait pas de distinction entre le dedans, le dehors, la surface et ainsi de suite, et que l'analyse de cette connaissance amène l'idée que la petite souris chute de la même façon que la boule, donc elle ne va pas changer de position par rapport à la boule. Une fois que ça s'est fait, nous maintenons que là, il y a quelque chose qui trouble nos sens. C'est-à-dire que si je reprends ce petit dessin, la petite souris, pendant sa chute libre, bah, je n'ai pas d'autre mot que de vous le dire ainsi, elle est sur la boule. Bah oui, mais là, ça m'a même un problème parce on la voit sur la boule, mais en même temps, elle chute de la même façon. Donc, quand je vais analyser les interactions qui ont lieu avec la boule et qui ont lieu avec la petite souris, certes, la réponse, vous la voyez, mais mes élèves, là, sont totalement en débat et un débat bien animé. Pour ce cas-là, faut-il mettre la petite souris en interaction avec la boule? Et pour ce cas-là, faut-il mettre la boule? C'est-à-dire, y a-t-il une interaction de contact entre la boule et la souris? Donc là, c'est un grand moment. Bon, on finit par faire pour la correction, pour essayer qu'ils s'approprient au mieux. Certes, ce n'est pas des démonstrations, hein, c'est juste des manipulations. On va prendre, donc les élèves, il y en a un qui tient le livre, il y en a un qui tient une gomme. Le livre, c'est la boule, la gomme, c'est la petite souris. Et ils essayent de chuter en même temps. Ça, c'est totalement infaisable. Donc je leur dis, bah, maintenant, essaye plutôt de ne pas chuter en même temps et de faire sentir qu'il y a une action de contact. L'un dans l'autre, on arrive à quand même verbaliser le fait qu'en effet, si les objets tombent de la même façon, aussi hallucinant que ça nous paraît au vu de ce qu'on observe, eh ben, la boule et la souris n'exercent plus d'action de contact. Pour autant, vous suivez mon raisonnement, je ne suis toujours pas à qui flotte. Je ne l'ai toujours pas fait sortir, ce mot. Donc, il fallait trouver une autre situation. Oui, c'est tiré un peu par les cheveux. Donc, on va imaginer maintenant que la petite souris plie les jambes sans sauter, hein, derrière elle. Ils ont ce petit dessin et ils doivent en groupe débattre pour où mettre la petite souris. Globalement, là, ça commence à marcher pas mal dans les groupes. Hein. J'en ai très peu qui bloquent. Quand vous avez une erreur, c'est qu'elle chute. Hein. Elle est par terre. Elle est plus plaquée trop sur la boule. Je n'ai pas souvenir d'avoir eu beaucoup de réponses comme ça. Et nous avons enfin, donc tout ça, pour arriver à dire que la petite souris flotte.
Donc, quand ils me sortent cette idée, cette observation, la petite souris flotte, certes, on décrit avec des mots, elle ne chute pas vers le bas de la pièce, entre guillemets, elle ne touche pas les bords, il n'y a rien qui permet de penser à une action de contact. Et on va traduire ce vocabulaire courant dans un vocabulaire scientifique qui est impesanteur. Donc là, c'est l'un de mes objectifs. Mais quelque part, quand les élèves me disent flotte, ça ne me perturbe pas. Tout ça, c'est associé à une analyse qui est la suivante. La Terre exerce une action à distance, en tout cas, et gravitationnelle sur la souris. On pourrait penser que c'en est terminé, mais mon objectif, c'est d'arriver au cosmonaute. Donc, le cosmonaute, il a fallu trouver une situation où un cosmonaute avait les jambes tendues et il plie les jambes. Je remercie la limite Thomas Pesquet d'avoir fait ça dans une vieille vidéo. Et vous avez compris que là, ce qui va se passer, c'est pour comprendre ce qui se passe dans l'espace, j'ai toujours en tête la comparaison de ce qu'il y a avec la situation d'avant de la chute libre. Alors, comment on amène une comparaison? Cette comparaison, on va la formuler à travers 3 questions. On va bien faire repréciser aux élèves où est la caméra, où est-ce que ça observe. Donc, on observe là de l'ISS, là, on observait de la boule. Comment on peut décrire Thomas Pesquet? Thomas Pesquet peut être décrit en impesanteur comme cette souris. Et là, la question, mais par contre la plus difficile, parce qu'en fait, on a constaté que l'ISS, il ne voit pas du tout ce que c'est, même si on a regardé un peu où elle était, cette station spatiale. Donc pour eux, l'idée que l'ISS a un mouvement, alors là je le dis scientifiquement, orbital, un mouvement de rotation autour de la Terre, c'est loin d'être acquis. Donc cette question, elle est un peu dure, mais pour nous, de décrire le mouvement de Thomas Pesquet, 80 kg, et l'ISS, 420 tonnes, avec des mouvements identiques quand on les observe de la Terre, c'est pour faire une comparaison avec ce qu'on a dit pour la petite souris, que la petite souris et la boule ont le même mouvement de chute, indépendamment de leur masse. Donc là, pour conclure, on va demander une modélisation et très clairement, c'est ce qui est attendu. Maintenant, en moyenne, donc moi je travaille avec 10 tables de 3 élèves, j'ai toujours 2 tables, 1 à 2 tables qui me répondent que Thomas Pesquet, il n'y a pas d'interaction. Donc là, vous voyez que ce n'est pas encore peut-être la meilleure façon de l'approcher, mais en tout cas, on a un point d'appui qui est, pour autant, tu me décris Thomas Pesquet en impesanteur, est-ce que ça ne te rappelle pas cette souris? Quel est le point commun que peuvent avoir ces 2 situations? Comment on peut expliquer avec un point commun ces 2 situations? Il n'y a que l'objet Terre. Il n'y a que l'objet Terre pour expliquer ça. Pour autant, voilà, c'est un peu dur. Donc, en phrase bilan, le cosmonaute en impesanteur subit la force gravitationnelle exercée par la Terre. Je vous signale, pour les meilleurs élèves, ils ne sont pas souvent actifs, mais quand même, j'ai des élèves qui m'amènent à questionner, mais quand même, la souris, elle chute et Thomas Pesquet tourne. Alors là, vous voyez qu'il y a une difficulté, c'est qu'il ne faudrait pas que les élèves, par rapport à cette différence qu'ils observent, et tant mieux, viennent me chercher une différence d'action. La Terre, elle agit dans les 2 cas, et que donc, cette différence de mouvement, elle s'explique par autre chose que nous savons, qui se trouve être la vitesse initiale de l'objet. Donc là, on utilise le texte de Jean-Marie Vigoureux, Monsieur Marron en a fait référence. Il est intéressant, bien qu'il ait un petit piège, et que là, il ne met pas le mot vitesse, il met le mot force, mais on arrive à faire reformuler. Donc ça, cette activité, en fonction du niveau de la classe, on l'amène plus ou moins de manière approfondie, car l'ensemble du travail sur un pesanteur prend entre 2 heures et 2 heures et demie. Donc ainsi, on conclut l'année de 3e avec quelque chose où les élèves sont très curieux, très spontanés et très actifs, parce que si vous avez regardé, il y a très peu de calculs, il n'y en a même pas du tout, et il y a très peu de phrases, on est plutôt sur de l'analyse et observable et DOI. En conclusion, j'amènerai ces 3 idées, que pour construire l'idée de l'interaction gravitationnelle, il vaut mieux commencer dès la 5e, que nous, on essaye de basculer entre les 2 mondes, le monde des objets et le monde des modèles, et que peut-être vous ne l'avez pas assez vu, mais sur l'année de 4e, le schéma éclaté est sincèrement un point d'appui, comme le DOI, pour expliquer les différents phénomènes observés. Voilà, je vous remercie.